Bonsoir, voici les titres que nous avons décidé de développer ce soir. Il n'est pas question d'y toucher. C'est avec ces termes que Charles Ouachitine, porte-parole du Palika, a réagi à l'association Un cœur, une voix. Le collectif veut dégeler le corps électoral. Par ailleurs, le Palika compte également tirer profit du résultat du référendum. Objectif, obtenir une majorité confortable au Congrès. Les détails dans cette édition. Culture, on va parler littérature ce soir. 3 auteurs calédoniens invités au Salon du Livre à Tahiti. L'événement commence demain. Autre calédonienne invitée, notre journaliste Anissa Toussi. Avec elle, nous serons au cœur des derniers préparatifs. Le thème cette année, les langues dans tous ces états. Pourquoi ce choix? Réponse dans l'interview du jour avec Christian Robert, président de l'Association des éditeurs de Tahiti et de ses îles. Comment redécouvrir le plaisir de manger et entretenir une bonne santé? La réponse est peut-être dans les produits locaux. C'est ce que nous allons vous proposer ce soir avec la banane à canalar et l'ambrevade, un légume de moins en moins mangé mais efficace pour notre corps. Vous comprendrez pourquoi à la fin de ce journal. Dégeler le corps électoral, c'est le souhait de l'association Un cœur, une voix, un groupe apolitique selon ses membres. Hier, l'association tenait une réunion publique devant près de 200 personnes au restaurant Le Bout du Monde à Nouméa. Pour atteindre son but, le collectif annonce et prévoit de mener des actions. Nous avons décidé de comprendre pourquoi le corps électoral a été gelé. Les précisions de Lindsay Wamo. On le sait, seules quelques personnes peuvent participer au référendum. Ces personnes constituent le corps électoral et il est aujourd'hui gelé. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter en arrière. En 1970, naît la revendication kanak. Le peuple autochtone de l'île réclame la décolonisation de l'archipel et son indépendance. Ainsi, le 2 décembre 1986, la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Les Kanaks invoquent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un droit international reconnu par l'ONU. La Nouvelle-Calédonie se divise alors en deux, les indépendantistes d'un côté, composés largement de Kanaks, et les non-indépendantistes de l'autre, essentiellement des descendants de colons et de bagnards. Pour la France, l'accession à l'indépendance doit passer par le référendum. Il est prévu pour le 18 novembre 1984. Les Kanaks, alors largement minoritaires au pays, perdaient dans tous les cas ce scrutin. Le référendum est jugé par les indépendantistes comme injuste et biaisé. La forte migration dans les années 70 fut perçue comme une volonté de l'État de noyer la revendication d'indépendance en rendant les Kanaks minoritaires dans le pays. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie entre dans une quasi-guerre civile. C'est la période dite des événements. Finalement, les accords de Matignon puis celles de Nouméa ramènent la paix au pays. La date du référendum est aussi repoussée. Pour rendre ce scrutin incontestable pour les deux parties, l'accord de Nouméa définit un corps électoral considéré comme les personnes concernées, c'est-à-dire les Kanaks et les personnes ayant leurs intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie et résidant depuis un certain temps au pays. Alors, que pensent les membres du Palika? Aujourd'hui, ils étaient en conférence de presse. Nous leur avions soumis la question. Je vous propose d'écouter la réponse de Charles Ouachitine, porte-parole du Parti de Libération Kanak. On dit qu'il n'est pas question de toucher au corps électoral. C'est déjà des concessions que l'on a faites, liées aussi à l'idée qui a été porté notamment par les responsables politiques en 83 en disant que ce droit, le droit d'autodétermination du peuple kanak, on l'ouvre aussi à ceux qui sont arrivés. C'était 83 en reconnaissant les victimes de l'histoire. Donc il a été mis en place donc un corps électoral qui permet précisément à toutes ces personnes qui sont durablement établies ici de participer avec le peuple kanak à la construction du pays. Mais là aussi on dit à ceux qui viennent d'arriver, et je crois que beaucoup d'eux comprennent. Ils sont venus ici en toute connaissance de cause, en sachant que le statut de la Nouvelle-Calédonie, il est celui-là. Voilà, le Palika qui tiendra son 43e congrès ce week-end à Païta, l'occasion de faire le bilan du référendum et de dessiner les perspectives à venir. En ligne de mire, les provinciales l'an prochain. Satisfait du résultat du référendum, le parti souhaite mettre à profit la mobilisation du 4 novembre pour en tirer une plus-value pour les prochaines élections. Écoutons de nouveau Charles Ouachitine au micro d'Audrey Poidi. Il nous faut
pour les élections notamment à venir, donc voir comment on joue sur cette dynamique pour pouvoir aussi avoir une majorité confortable au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. D'abord pour pouvoir engranger le transfert des compétences de l'article 27 et deux, je crois que c'est un élément important de voir comment, si on a une majorité confortable, on peut continuer à engager des réformes de fond qui transforment la société calédonienne aujourd'hui marquée par des fortes inégalités sociales. Et autre rendez-vous politique, le Parti travailliste organise également à partir de demain et jusqu'à dimanche son congrès à la tribu d'Euro à Néoné. Le parti fera aussi l'analyse des résultats du référendum et le bilan politique des accords pour définir les perspectives des prochaines échéances. Direction la Polynésie française maintenant, où se tiendra à partir de demain le Salon du Livre, un événement entièrement gratuit qui réunira de nombreux auteurs du Pacifique, mais aussi étrangers et amoureux du livre. Pour cette 18e édition, 3 auteurs calédoniens sont invités. Les organisateurs s'attellent aux derniers préparatifs. Le reportage de notre envoyé spécial, Anissa Toussi. Ça y est, vous êtes prête? Oui. Bien. Pas moi. C'est le dernier jour avant l'ouverture du Salon du Livre polynésien. Cathy Mané se bat avec le vent pour réussir à installer son stand. Les livres, ça sert aussi à tenir les tissus en cas de grand vent, en cas de tempête. Elle représente tous les auteurs de Nouvelle-Calédonie au titre de l'association Lire un pays. Son objectif est de faire connaître les ouvrages du pays à l'étranger. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais en première ligne, on va mettre les livres des auteurs invités, évidemment. Donc l'illustratrice Dominique Berton, avec Tico et Poapi, et aussi une collection de contes kanak que je n'ai pas encore sorti des cartons. Dora Wadrawan avec son roman L'Homme Oiseau. Nicolas Kurtovic qui prend beaucoup de place parce que c'est un des auteurs les plus prolifiques de Nouvelle-Calédonie. Il a énormément produit dans tous les genres. Poésie, théâtre, roman, nouvelles, etc. Il est venu accompagné de son frère cette année, Ismet, qui est un auteur de théâtre et qui a reçu le prix Popeye au Silo. On prépare les bonbons littéraires pour le samedi. Les bonbons littéraires, c'est-à-dire ce sont des résumés de certains livres que Lucie a sélectionné. On va le mettre. Après, vous les offrirez aux invités? Oui, c'est à piocher. On a un carton et on les met à l'intérieur. Et du coup, ils vont piocher après. C'est ici, à la Maison de la Culture de Polynésie, à Papeete, que débutera demain dès 8 h la 18e édition du Salon du Livre Lire en Polynésie. 12 stands proposeront à la lecture et à la vente des ouvrages de nombreux auteurs du Pacifique. Des séances de dédicaces se tiendront également avec les 12 auteurs présents. Les langues dans tous ces états, c'est le thème de l'événement et c'est Christian Robert, le président de l'Association des éditeurs de Tahiti et de ses îles, qui nous en parle dans l'interview du jour, toujours avec Anissa Toussi. Bonjour Christian, tu es le président de l'Association des éditeurs de Tahiti et de ses îles et c'est vous qui organisez le salon du livre polynésien, Lire en Polynésie. Et cette année, le thème, c'est la langue dans tous ses états, si je puis dire. Peux-tu nous... Alors, ce sont les langues. C'est au pluriel. C'est toujours un casse-tête que de trouver un thème pour un salon du livre, d'autant qu'on en a fait 17, donc on est passé par tous les thèmes un peu classiques. Et là, au sein de l'association des éditeurs, on réfléchissait à quel thème on allait choisir cette année. Et c'est un des membres, Jean Capet, qui nous a dit langue, ce serait pas mal. Et on a effectivement pensé que c'est un thème qu'on pouvait décliner parce que c'est pas tout d'avoir un beau thème. Après, faut-il pouvoir le décliner, produire des animations qui soient en rapport au thème et qui soient un peu fun pour que les gens viennent nous écouter. Langue, ça peut se décliner de plein de façons. Il y a la langue, effectivement, et c'est important, les langues locales, les langues polynésiennes, le marquisien, le Paumotu, la langue des Gambiers, le tahitien.
Donc ça c'est important et on a pas mal de choses autour de ça, mais il y a aussi des langues plus fleuries, le langage des corps, il y a plein de... Voilà, on l'aborde sous toutes ces formes, y compris la langue physique. Donc voilà, ça nous permet de construire un événement qui pendant 4 jours se tient et est raccroché toujours à ce thème. Donc les 2 premières journées qui sont plus centrées sur les scolaires, puisque c'est jeudi et vendredi, donc les jeunes sont en cours, sont à l'école, et donc ils viennent, on a beaucoup de scolaires qui viennent. Et après, à partir du vendredi après-midi et samedi dimanche, là c'est plus ouvert au grand public et pas forcément scolaire. Voilà, c'est de façon un petit peu différente. C'est aussi votre objectif, ça, sensibiliser la jeunesse à la lecture? C'est extrêmement important. On est en partenariat avec le ministère de l'Éducation locale et en particulier le centre de lecture qui est un service de la Direction générale de l'éducation et des enseignements et qui travaille en amont avec les auteurs qu'on invite pour que les élèves commencent à travailler sur les livres en amont, pour qu'ils ne viennent pas juste là en visiteur, mais qu'ils viennent avec un travail au préalable. Et c'est un combat qu'on mène, en particulier pour que le livre local soit au cœur du développement de l'appétence au livre que peuvent développer les jeunes. Et on s'aperçoit que c'est très important de leur faire lire des livres d'ici. Alors d'ici avec un grand I, un grand C et un grand I, parce que on s'aperçoit aussi que le public scolaire tahitien, si on leur donne à lire un livre de Mélanésie, il y a des choses qu'ils comprennent. Si on leur donne à lire un livre du nord de la France, là, on n'est pas dans la même histoire. Donc voilà, on essaie vraiment de mener ce combat pour d'abord valoriser nos littératures, parce qu'elles sont fortes, elles sont riches. Il y a des auteurs canadiens qui sont très forts, des Polynésiens, des Maoris. Et donc, tout le monde a conscience que l'avenir de la Polynésie, mais comme de la Calédonie et de toutes ces îles du Pacifique, il est commun, il est océanien. Et donc ça, c'est une démarche dans laquelle on s'inscrit, nous, profondément. Merci beaucoup, Christian, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, et nous retrouverons Anissa Toussi, notre envoyée spéciale à Tahiti, la semaine prochaine pour d'autres reportages sur le Salon du Livre à Tahiti. Passons à notre rubrique L'œil de la rédaction. Et pendant que cet homme, Olivier Sadron, le grand patron du Nord-Est, rencontre les médias locaux, sauf Calédonia, ce soir nous avons choisi de vous montrer que le meilleur de nos repas se trouve dans le choix des aliments. La santé, c'est faire attention à notre alimentation. Rien de meilleur que de préparer soi-même ses repas avec des produits locaux qui viennent de nos jardins. C'est le message que veut faire passer l'association Waukesha aujourd'hui, en partenariat avec Arbofruits et la SEM Canala. L'association a organisé un concours de recettes sur le thème de la banane. Un message destiné aux élèves et aux habitants de Canala. Pauline Pérignou, une concurrente, a bien voulu nous montrer différents plats avec la banane. Un reportage sans commentaire de Vanessa Kédé. Pour faire le mata, j'ai besoin de râper les bananes vertes, puis je mélange de la banane mûre. Et puis je mets du coco. Après, j'enveloppe avec ça. Et c'est quoi ça? C'est des feuilles de canne à sucre. Je mets dans la marmite. Pour accompagner ce moata, Pauline présentera également un plat chaud à base de bananes vertes uniquement. Sauté de porc à la banane. Après avoir laissé mijoter le lardon de cochon sauvage pendant à peu près 1 heure, Pauline les coupe en petits morceaux. Pareil pour la banane verte. Une fois les 2 ingrédients phares prêts et avant de les mettre dans la marmite. Un peu de lait de coco, je mets au fond de la marmite.
Après ça, je mets lardons de cochon. Voilà, c'est bon. Je mets un peu de l'assaisonnement, des oignons verts, des ingrédients. Après les bananes. Après, je mets sur le feu. Après 10 minutes au feu de bois, voilà ce que ça donne. Un moita de banane accompagné d'un sauté de lard de cochon sauvage avec 2 crevettes de rivière bouillies pour la décoration ou la dégustation. À vous d'en juger. Voilà, vous avez pu voir que la banane est un fruit qui se marie avec d'autres aliments. Il y a aussi ces légumes qui se mangent de moins en moins en Calédonie, mais qui apportent des calories et du bien-être à notre organisme. C'est le cas de l'ambrevade, appelé communément le bona chez nous. Le reportage de Duke Menango. Dans son jardin à la rivière Salée, Lilia a gardé cette plante, cette légumineuse que l'on appelle parfois le bona. Un légume qu'elle plantait et qu'elle consommait depuis son plus jeune âge du côté de Gomen ou encore à Lifou. Je fais la soupe au sauté avec la viande, tout ça, là, au poulet. Oui. Des fois, on fait bouillir avant. Parce qu'il y a le jus qui est, il y a un jus qui est noir. Tu fais partir le jus avant. Après, tu fais sauter après avec la viande ou le poulet, tout ça. C'est bon, nous, mais maintenant, les jeunes, ils font plus. Nous, on a encore un peu, oui. Moi, je fais toujours la soupe avec. Pour Lilia et de nombreuses autres familles du pays, le bona était aussi une source de revenus lorsqu'il était vendu 800 francs le kilo. Aujourd'hui, rares sont les producteurs de cette légumineuse. Seuls les enfants s'amusent parfois à en déguster ces graines vertes, parfois rouges ou encore tachetées. Même si en Nouvelle-Calédonie, quelques rares familles en consomment encore, ces dernières années, l'alimentation à tendance healthy, le manger sain, ramène des produits tels que l'ambrevade, le bona, au goût du jour. Des sites comme Dur à avaler vantent les richesses de ce légume en termes de protéines, vitamines, fibres et autres. Des arguments que ce restaurateur du pays entend partager. En verre, moi je l'utilise comme des petits pois et en salade. Après, je peux aussi l'utiliser en sec. Alors en sec, ça devient un peu comme des lentilles. Il faut le cuire un petit peu plus longtemps. Et c'est très intéressant. Mais après, comme un petit salé, comme on cuirait des lentilles, donc en garniture. L'ambrevade, c'est vraiment l'exemple type d'un produit qu'on peut utiliser, qu'on essaye de mettre sur le devant de la scène. Et ça, nos clients en ont l'habitude, puisqu'ils connaissent notre démarche. Ils ne sont pas surpris de voir de l'ambrevade, mais on a quand même des questions. Voilà, où est-ce qu'on peut en trouver, comment je pourrais l'utiliser. Donc voilà, ça c'est un peu notre travail en tant que restaurateur, d'essayer de mettre en avant des produits qui sont malheureusement un petit peu oubliés, mais qui vraiment ont un intérêt non seulement gustatif, un intérêt nutritionnel et un intérêt économique pour le territoire qui sont vraiment très très intéressants. Une graine de bona plantée va produire des centaines de gousses au bout de seulement 6 mois et enrichir la terre en azote. À l'heure où le manger de nos vieux devient un réel enjeu sanitaire et économique, le bona et bien d'autres plantes poussent sans difficulté dans nos cités et nos villages. Voilà, c'était l'œil de la rédaction développé par nos journalistes. C'est la fin de cette édition. Après la météo, retrouvez notre émission Bienvenue dans la bande consacrée au bégaiement. L'invité de Falaï Wedge sera François Amouré, orthophoniste. On parlera du bégaiement, un trouble répandu mais peu connu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.